Ah, je crois que je suis connecté sur la chaîne anglaise. Hop là. Je reviens sur la chaîne française. Alors, je disais, effectivement, on va laisser quelques instants pour que les gens puissent se connecter et on va commencer. Bon, je pense qu'on va commencer. Alors, bienvenue à notre table ronde virtuelle aujourd'hui. Notre webinaire d'aujourd'hui est dédié au service d'aide médicale urgente. Alors ici, je fais une petite pause et je précise tout de suite la terminologie. Tout ce qu'on appelle en anglais Emergency Medical Services et qui est traduit un peu différemment dans chaque pays. Donc tout ce qu'on appelle au Québec les services préhospitaliers d'urgence. En Belgique, on va parler de l'aide médicale urgente. En France, on va parler du SAMU, donc les services d'aide médicale urgente. Donc c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui en gros, hein. Euh, on remercie tous les participants, tous les panélistes, vous qui êtes aussi nombreux à suivre notre webinaire aujourd'hui. Donc, un très, très grand merci de la part d'Accréditation Canada. Euh, par ailleurs, sachez que dans notre dernier webinaire que nous avons effectué il y a quelques mois, nous avons eu des participants de 80 pays. C'est très impressionnant et on verra si aujourd'hui on va battre ce record. Alors, notre webinaire aujourd'hui va durer entre 1h30 et 1h45. Nous allons aborder un domaine injustement oublié, mais pourtant si crucial. Donc, ce webinaire, on espère, mettra en lumière le travail incroyable réalisés chaque jour par les compagnies d'ambulance, par les paramédics, les entreprises de transfert de patients, les entreprises, les compagnies d'évacuation médicale, de transport urgent et non urgent, ainsi que de transport terrestre et aérien. Donc, nous parlerons encore une fois du domaine préhospitalier et donc des services d'aide médicale urgente. Donc, ce webinaire, c'est le premier volet d'une série d'activités que nous faisons sur le thème de l'AMU. Pour ne pas utiliser toute la terminologie, je parle du IMS encore une fois, Emergency Medical Services. Donc, le deuxième webinaire sera en anglais et aura lieu au printemps 2025. Ce webinaire, comme vous savez, sera en français traduit, interprété simultanément en anglais. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, des difficultés à suivre, faites-nous savoir dans le chat. Mais normalement, vous devez avoir deux canaux. Vous pouvez switcher entre les canaux. Soit vous choisissez le canal francophone, soit c'est le canal anglophone que vous choisissez. Donc, les diapositives de ce webinaire, il y aura une présentation avec les diapositives bilingues. Pour les autres diapositives, euh, elles seront en français. Par contre, on va vous envoyer dans le chat, vous allez recevoir un fichier Word avec la traduction des diapositives. Donc, comme ça pour tous nos amis anglophones, ce sera plus simple pour vous de suivre. Si par la suite vous avez des questions par rapport à la traduction, faites-nous savoir après le webinaire. Après le webinaire, par ailleurs, on va lancer un sondage d'opinion. Donc, merci de bien vouloir le remplir. C'est important pour nous, hein. Donc, encore une fois, ça va vous prendre peut-être 30 secondes et ce sera lancé après ce webinaire. Merci d'utiliser le chat pour toutes vos questions, les questions d'ordre pratique. Pour les questions, pour les panélistes, vous allez avoir cette possibilité de poser des questions aux panélistes. Utilisez, s'il vous plaît, privilégiez la section, le bouton qui s'appelle Q&A, donc questions-réponses. On va répondre à toutes vos questions. On va essayer au moins de répondre à toutes vos questions à la fin de cette question, après toutes les présentations. Donc, il y aura une session questions-réponses. Maintenant, la question importante qui me sera posée à plusieurs reprises, je sais aujourd'hui, mais je vous donne la réponse tout de suite. On va vous envoyer toutes les présentations. On va vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire d'ici quelques jours. Accordez-nous quelques temps pour tout préparer. Et on va vous envoyer aussi une attestation de participation à ce webinaire. Pardon. Donc, tout le monde va recevoir un certificat. Accordez-nous juste quelques jours pour ce faire. Alors,
Maintenant, sans plus tarder, je vais présenter brièvement nos panélistes d'aujourd'hui. Le premier panéliste, ce sera le colonel Quentin Grégoire, qui est le président de Raison Wall. C'est une association regroupant les 14 zones de secours de la région wallonne en Belgique. Donc, il occupe également la fonction de commandant de la zone VHP en Belgique toujours. Le deuxième participant, c'est Sylvain Bernier. Donc, Sylvain Bernier est un gestionnaire chevronné avec plus de 25 ans d'expérience dans divers postes dans les services d'ambulance. Il est président de la Corporation des services d'ambulance du Québec, coordinateur et porte-parole aux tables de négociation des conventions collectives nationales. Il a également négocié des contrats de service pour les entreprises ambulancières et a géré les relations gouvernementales. Par la suite, notre deuxième participant, c'est la compagnie Proper, qui sera représentée par deux personnes, par Marie-Pierre Thériault, qui est actuellement VP des services techniques et qualité chez Proper. C'est une entreprise d'aviation de premier plan basée dans le nord du Québec et spécialisée dans le transport aérien et les évacuations médicales à travers le Québec. La deuxième participante représentante de Proper, c'est Annie Trudel, qui a 19 ans d'expérience en soins infirmiers dans divers domaines, y compris les soins critiques. Depuis un an, elle est chef infirmière chez Proper, donc supervisant la gestion du département, veillant à la qualité des soins, assurant la mobilisation du personnel et contribuant activement à leur formation continue. Et enfin, notre dernière participante, c'est Madame Chantal Semur, qui est directrice qualité pratique professionnelle et satisfaction des patients chez Medavie du Nouveau-Brunswick. Elle est infirmière de profession. Au cours de sa carrière, elle a occupé divers postes de responsabilité croissante, tant au niveau clinique que de gestion. Outre ses responsabilités professionnelles, Madame Semur offre son expertise en tant que visiteur d'Agrément Canada ou Accréditation Canada depuis 2008. Donc, elle est notre visiteur depuis 2008 et elle travaille, elle sert Accréditation Canada aussi bien au niveau national qu'à l'international. Euh, al- alors, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Nelia Lungu, notre vice-présidente exécutive d'Accréditation Canada et de HSO. Nelia, c'est à toi. Merci Kirill, puis bonjour à tous et à toutes. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est le soir. On a plusieurs participants à travers le monde qui se rejoignent aujourd'hui pour entendre les experts à partager leur réalité et leur expérience au sein des services préhospitaliers d'urgence dans différentes régions. Ici au Québec, les services d'aide médicale d'urgence, on les appelle les services préhospitaliers d'urgence, donc le terme que je vais utiliser. Cet webinaire va nous d'abord aider à mieux comprendre la valeur que les services préhospitaliers apportent dans le système de santé et ensuite apprendre plus des nouvelles pratiques et les implanter localement. L'Organisation des normes en santé et Agrément Canada mobilise les organisations et les systèmes de santé mondialement à améliorer la qualité des soins et les services pour les communautés. L'avenir de la qualité, par contre, nécessite de nouvelles approches, à engager les gens dans l'amélioration continue de l'apprentissage différemment. J'aimerais démarrer cette discussion aujourd'hui par souligner la valeur que les services préhospitaliers d'urgence à travers le monde apportent dans la trajectoire complète des soins. Leur rôle essentiel dans la sauvegarde des vies et l'amélioration des résultats en matière de santé dans diverses situations est indispensable. Les services préhospitaliers d'urgence ne fournissent pas seulement des soins immédiats aux personnes en situation d'urgence médicale aiguë, comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes ou d'autres réactions sévères, mais ils jouent également un rôle crucial dans l'accès aux soins. L'accès aux soins. Je lisais un rapport de pays de G20 dernièrement où l'accès aux soins reste un enjeu à travers le monde.
Les services médicaux d'urgence ou les services préhospitaliers servent de lien vital entre la communauté et les systèmes de santé. En particulier, je dirais, dans les zones où l'accès aux hôpitaux, aux services, aux cliniques peut être limité. Dans de nombreux pays, puis on va entendre aujourd'hui, ces services sont intégrés au système de santé, ce qui facilite la continuité des soins pour les patients une fois qu'ils atteignent les hôpitaux. Cependant, ce n'est pas le cas partout. Mais on sait que les services préhospitaliers ou les services d'aide médicale d'urgence, ils contribuent de manière intégrante à la continuité des soins. C'est eux qui sont les premiers répondants. C'est eux qui débutent cette trajectoire pour le patient. Qui plus est, il me fait un grand plaisir de dire que ces services ont aussi une valeur économique, car ils contribuent à réduire la morbidité et la mortalité. Ces services peuvent entraîner des réductions de coûts de santé à long terme, car des interventions en temps opportun peuvent prévenir des complications et la nécessité de traitements plus étendus. Évidemment, l'efficacité et la structure des services préhospitaliers peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, influencés par de nombreux facteurs, ce que nous allons entendre par les panélistes aujourd'hui. Cependant, leur rôle fondamental dans l'amélioration de la santé publique et de la sécurité reste reconnu universellement et cela, chapeau à ces services, à ces gens qui contribuent. Et en terminant, j'aimerais souligner que l'accréditation est un outil, un élément vital pour ces services car elle favorise l'imputabilité, la standardisation des services de pratique et encourage une culture de sécurité et assure que les intervenants d'urgence sont préparés à fournir de plus hauts niveaux de soins dans toutes les situations de crise ou critiques. Et maintenant, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre premier panéliste qui est Monsieur le colonel Quentin Grégoire. C'est à vous, Monsieur Grégoire. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous devriez normalement voir la présentation ici. Donc, Quentin Grégoire, je suis, comme l'a précisé Kirill, commandant d'une zone de secours en Belgique, mais je suis aussi président de Réseau, c'est le réseau des zones de Wallonie qui regroupe l'ensemble des pompiers, des services d'incendie de la région Wallonne. Aujourd'hui, donc, je vais aborder le transport en ambulance urgent en Belgique, donc l'aide médicale urgente. Je rappellerai simplement quelques bases légales pour comprendre d'où vient l'organisation actuelle. Je rappellerai les missions qui sont reprises dans la discipline médicale en Belgique, comment est organisée l'aide médicale urgente, quels en sont les acteurs. On verra qu'il peut y avoir différents types d'acteurs et un petit mot sur tout ce qui concerne la gestion de crise. Simplement, donc, savoir qu'en Belgique, il s'agit d'une loi de 1964, donc ça fait maintenant 60 ans que cette loi existe. Et c'est dans cette loi que rentre le champ d'application de l'aide médicale urgente depuis l'appel d'une victime ou d'un témoin au 112, au numéro d'urgence, jusqu'à l'arrivée de la victime dans un service d'urgence agréé, donc dans un hôpital. On va y revenir après. Il y a un arrêté royal de 2017 qui, là, va plutôt définir la fonction de directeur de l'aide médicale urgente et quel est son champ d'application. Ensuite, plus récemment, nous avons eu des circulaires ministérielles, donc en 2017, sur le plan d'intervention médicale et le plan d'intervention psychosociale. On va là plus vite parler de gestion de crise en aide médicale urgente, donc pas de l'urgence individuelle. Et donc, en 2019, on a eu un arrêté royal spécifiquement sur tout ce qui concernait la planification d'urgence et la gestion de crise. Et donc ça, j'y reviendrai après. Un point donc important, c'est de connaître les limites de la discipline 2. La discipline 2, je vais remettre ça dans le contexte dans la dia suivante, c'est donc la discipline médicale en termes de gestion d'urgence.
La discipline 2 donc, est reprise dans un arrêté royal de mai 2019 où on explique que les tâches sont exercées par tous les services qui participent à l'exécution de l'aide médicale urgente. Donc, c'est évidemment tous les services repris dans le plan monodisciplinaire d'intervention. Donc, on a parlé du PIM, le plan d'intervention médicale, mais aussi le plan d'intervention psychosociale. Donc, il y a d'autres acteurs médicaux, ils sont nombreux. Il n'y a pas que juste les ambulances et les SMUR dont on va parler. Il y a aussi d'autres instances organisatrices comme l'AVIC, c'est l'Agence pour une vie de qualité. Et donc, voilà, c'est seulement pour expliquer qu'il y a effectivement différents organismes et différents acteurs au sein de la discipline 2. Il faut savoir qu'on parle ici, l'objectif du webinaire, c'est bien le transport de donc l'aide médicale urgente. Il y a aussi en Belgique des ambulances de transport non urgent. Donc, ça s'appelle ATNUP, donc une ambulance de transport non urgent de patients. Pour ces transports-là, ça ne passe pas par la centrale d'urgence 112 et ça dépend d'un autre niveau législatif. Donc, c'est la région wallonne chez nous qui s'en occupe. Et donc, un opérateur du 112 ne peut pas décider d'envoyer une ambulance non urgente. C'est seulement pour bien comprendre que en Belgique, il y a les deux types d'ambulances et qu'ici, on parle bien des ambulances de l'aide médicale urgente. J'ai parlé de la discipline 2. Donc, en Belgique, en gestion de crise, on parle de 5 disciplines. La première discipline, la discipline 1, c'est tout ce qui va concerner les secours. Donc, ça va être, en résumé, les pompiers. Donc, c'est vraiment la discipline 1 qui va réaliser les secours. Par contre, la discipline 2, c'est tout ce qui est discipline médicale et psychosociale. La discipline 3, c'est la police. La discipline 4, c'est la logistique. On va retrouver dans la logistique la protection civile. On va retrouver l'armée belge, donc la défense. On va retrouver par exemple des services des travaux d'une commune. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la logistique. Et la discipline 5, ce sera l'information. Ça, cela concerne l'information soit au niveau de la commune, soit au niveau d'une province ou au niveau fédéral en fonction du niveau où se situe la crise. Donc l'aide médicale urgente est bien reprise dans la discipline 2, la discipline médicale. La discipline, donc les missions de la discipline médicale en Belgique, qu'est-ce que cela va être? C'est un ensemble fonctionnel de missions qui sont effectuées par différents intervenants. Ça concerne, je l'ai dit, les secours médicaux, mais également les secours psychosociaux. Concrètement, il va y avoir la création de la chaîne médicale en cas de catastrophe. On va apporter les soins médicaux et psychosociaux aux impliqués. On va pouvoir transporter les impliqués et aussi les blessés. On va prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la population et on va vraiment mettre en place et gérer les infrastructures nécessaires. Donc, il y aura mise en place d'un poste médical avancé, d'un centre d'accueil et d'hébergement pour les impliqués, un centre d'appel téléphonique et le centre de traitement des données. Là, on parle bien d'une gestion, entre guillemets, d'urgence. En Belgique, la discipline médicale, la discipline 2, ce n'est pas un corps constitué, à l'instar de la police, à l'instar de la protection civile ou des pompiers. Ce sont différents acteurs, on va les voir par après, qui interviennent pour faire en sorte que cette discipline médicale puisse fonctionner. Ce sont tous des acteurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, qu'ils soient d'une commune, de la défense ou d'un hôpital, ils sont tous agréés pour travailler sur réquisition du 112. Les missions de la discipline médicale vont être effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente. En routine, c'est centré sur un patient unique. Donc ici, maintenant, ce dont je vais aborder, c'est vraiment le transport de patients en aide médicale urgente quand il y a une victime, par exemple. Concrètement, comment est-ce que cela être organisé? Donc, on a une victime ou un témoin qui va faire le 112, le numéro d'urgence. Le 112, derrière le 112, il y aura des call takers, donc c'est des personnes qui vont décrocher le téléphone et qui vont voir si ça concerne une urgence médicale, une urgence entre guillemets pompier ou une urgence policière, auquel cas ça va être transféré vers la police. Si c'est une urgence médicale, l'opérateur 112 va se baser sur ce qu'on appelle en Belgique le manuel belge de la régulation médicale. Donc, en fonction de la pathologie, en fonction des symptômes qui vont être décrits, en fonction de la situation, l'opérateur va poser toute une série de questions et va arriver à soit
il ne s'agit pas d'une aide médicale urgente et donc on pourra rediriger la personne vers un médecin traitant ou un service de garde de médecin traitant. Ou alors, on va envoyer une ambulance, un PIT, donc Paramedical Intervention Team, ou un SMUR, voire SMUR héliporté, mais ça, j'y viendrai après. Et on va décrire ce que c'est chacun de ces moyens-là. Et donc, ils vont dispatcher, gérer le moyen qui est envoyé sur les lieux, et ils vont gérer cela jusqu'à l'arrivée du patient dans un hôpital adéquat. Par défaut, l'hôpital adéquat sera l'hôpital le plus proche, mais ça peut aussi dépendre du plateau technique. J'y reviendrai juste après. Donc, au niveau des acteurs de l'aide médicale urgente, maintenant, je vais un peu décrire chacun de ces points-là. Donc, le 112, ce sont des call takers, donc ce sont des personnes qui vont gérer les appels téléphoniques, qui vont alerter les moyens de la discipline médicale, qui vont aussi alerter les autorités en fonction d'une éventuelle montée en puissance, et qui vont s'occuper du dispatching de l'aide médicale urgente. Donc, c'est bien eux qui non seulement reçoivent l'appel, vont déclencher les ambulances, les SMUR ou les PIT, vont les guider, ou en tout cas être le support radio jusqu'à l'arrivée sur les lieux, et puis des lieux jusqu'à l'hôpital, et c'est eux qui valideront l'envoi vers quel hôpital en fonction de la pathologie, ou en fonction de la distance et de l'heure d'arrivée. Ça, c'est pour le 112. Ensuite, le 112 va pouvoir envoyer différents vecteurs. Le premier vecteur de base qui pourrait être envoyé, c'est une ambulance. Une ambulance, c'est une camionnette jaune qui peut transporter un patient. Le personnel qui va équiper cette ambulance, ce sont deux secouristes ambulanciers qui, eux, auront fait le Basic Life Support comme formation. Ils ont le BLS. En Belgique, on compte 116 services ambulanciers. Je vais y revenir juste après. Et au total, parce que chaque service peut avoir plusieurs lieux de permanence, au total, nous avons 441 permanences ambulancières en Belgique. Dans ces 441, on a 57 PIT. Je vais en parler juste après. Ces 441 permanences ambulancières, globalement, réalisent ensemble, pour l'année 2023, 850 000 interventions. Ça représente un peu plus de 2300 interventions par jour, par 24 heures. Et au total, c'est 17 millions de kilomètres. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour préciser que en moyenne, en Belgique, une intervention ambulance, c'est 20 kilomètres au total par intervention. C'est bien une moyenne. Alors, au total de ces 850 000 interventions, une grosse proportion des interventions ambulances va être réalisée par les zones de secours. Donc, c'est les services de pompiers qui ont des ambulances. Et on a 64% des missions qui sont réalisées par les zones de secours. Ensuite, on a 15% qui sont réalisés par des services privés d'ambulance, qu'ils sont aussi agréés. Donc, ils sont bien agréés par le service fédéral pour pouvoir intervenir dans l'aide médicale urgente. Nous avons 14% des missions qui sont faites par des institutions hospitalières, donc c'est entre guillemets les PIT. On a 6% des interventions qui sont réalisées par la Croix-Rouge de Belgique. On a 1% qui sont réalisés presque à moitié par la Défense nationale et certaines ambulances qui dépendent encore d'une commune ou d'un centre public d'action sociale. Ça, ce sont pour les ambulances. Un autre moyen que le 112 peut déclencher, c'est le PIT, le Paramedical Intervention Team. Donc ça, c'est le même véhicule, entre guillemets, hein, la camionnette jaune dont on parlait. Mais par contre, en plus d'un ou deux ambulanciers, nous aurons un infirmier qui, lui, est spécialisé en soins intensifs et en soins d'urgence. Cet infirmier a la formation l'Advanced Life Support, donc l'ALS, et nous avons en Belgique 57 PIT. Si jamais la pathologie est telle que cela nécessite la présence d'un médecin, hein, on a vu que dans une ambulance et dans un PIT, il n'y a pas de médecin. Si cela nécessite la présence d'un médecin, ils peuvent activer alors en plus un SMUR, un service mobile d'urgence et de réanimation. Un SMUR est composé d'un médecin urgentiste et d'un infirmier spécialisé en soins intensifs et soins d'urgence, qui ont tous les deux évidemment l'Advanced Life Support. Nous comptons 85 SMUR en Belgique en 2023. Alors vous voyez que un SMUR, c'est une voiture. Ça peut aussi être un hélicoptère. En Belgique, nous avons deux hélicoptères, un en Flandre, donc dans le nord du pays, qui appartient, entre guillemets, qui est dans un hôpital, et un en région wallonne, dans le sud du pays,
Cet hélicoptère est dans une ASBL, donc dans une association sans but lucratif, et est financé très majoritairement par soit des dons, soit des abonnements de citoyens à ce service-là. Mais c'est un SMUR expérimental depuis 20 ans et il peut être déclenché comme un SMUR à part entière, tant pour aller sur les primaires, donc sur les lieux d'une intervention, que pour faire des transferts urgents entre institutions. Ça, ce sont les moyens qui peuvent être déclenchés dans le cadre de l'aide médicale urgente. Alors, les acteurs, ils ont des tenues spécifiques rapidement, avec une couleur spécifique en fonction de s'ils sont ambulanciers, infirmiers ou médecins. Dans un futur proche, nous aurons une carte d'identité électronique qui permettra de déterminer qui est infirmier et qui est ambulancier. Et enfin, donc, nous avons des hôpitaux. On a parlé des ambulances, des PIT et des SMUR. Donc, on va aller prendre en charge une victime et on va l'amener dans un service d'urgence spécialisé. Pour être un service d'urgence spécialisé, il y a des normes minimales de présence médicale et infirmière. Ils doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils doivent avoir une capacité d'accueil variable en fonction de la taille de l'établissement. Ils peuvent avoir différents plateaux techniques. Vous avez la liste ici. Euh, Tous les services d'urgence spécialisés ne doivent pas avoir tous les plateaux techniques. Par contre, ils sont obligés de recevoir une ambulance, de stabiliser un patient avant éventuellement soit de le prendre en charge dans un plateau technique au sein de l'institution, soit de le transférer vers un hôpital qui aura le plateau technique adéquat. Ça, c'est pour la mission entre guillemets individuelle. Maintenant, un tout petit mot sur les urgences collectives, donc les plans d'intervention médicale. Donc, en cas d'événement avec plusieurs blessés, on peut déclencher un plan d'intervention médicale. En Belgique, il y a 3 seuils. Il y a le PIM élargi ou le maxi-PIM. Le PIM, c'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est soit lorsqu'on a 5 blessés graves, soit 10 blessés, toute gravité confondue, soit plus de 20 personnes qui potentiellement pourraient être en danger. Dans ce cas-là, au-delà de l'inspecteur d'hygiène et son adjoint, d'un DIRMED, donc un directeur médical, et du psychosocial manager, on va envoyer en envoi réflexe 3 SMUR, 5 ambulances. Ça, c'est l'envoi réflexe. Le PIM élargi, ce sera 10 SMUR et 20 ambulances, et le maxi-PIM, ce sera 20 SMUR et 40 ambulances. Chaque fois, quel que soit le PIM, on enverra les moyens d'intervention rapide qui sont gérés en Belgique par la Croix-Rouge de Belgique. Donc, le plan d'intervention médicale, il y a des seuils d'alerte, on l'a vu, il y a des actions réflexes au niveau de la centrale 112. On va attendre qu'un premier moyen soit sur place pour faire un bilan de la situation, un SITREP. Sur base du SITREP, il y aura de nouvelles actions réflexes qui seront réalisées. Chacun aura évidemment sa chasuble. On va organiser la chaîne des secours. On va trier les victimes, le start system. Donc, on va trier les victimes en fonction de l'urgence. Et puis, ces victimes iront vers le poste médical avancé et les hôpitaux pourront déclencher leur plan d'urgence hospitalier pour pouvoir accueillir l'ensemble des victimes. Et la D2 sera évidemment représentée au niveau du comité de coordination pour tout ce qui est stratégie. Donc voilà, en conclusion par rapport à la présentation, la discipline 2, il y a plusieurs partenaires. Ce n'est pas que la Croix-Rouge, c'est bien plusieurs partenaires privés, publics, on l'a vu. Ce n'est pas tout le monde médical. Et donc, ça reprend non seulement l'aide médicale urgente, donc les ambulances, les PIC, les SMUR, et forcément les hôpitaux. C'est toute l'organisation de la chaîne médicale pour la prise en charge de plusieurs patients. C'est la coordination et l'assistance psychologique, psychosociale urgente. Et c'est une structure de coordination stratégique, donc l'inspecteur d'hygiène, le psychosocial manager et une cellule d'appui pour pouvoir intervenir. Et il y a également tout ce qui est prise en charge de mesures sanitaires très urgentes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Les questions-réponses se feront après et je vais maintenant céder la parole à Monsieur Pernier. Oui, merci, Quentin. Là, je vais partager mon écran. Juste m'assurer que tout le monde voit bien. Donc, je pense qu'elle est bien partagée. Bon, mais d'une part, je voudrais remercier Agrément Canada de l'opportunité que j'ai de m'adresser là avec vous. Je vois qu'il y a des participants d'un peu partout à travers le monde et on m'a demandé de vous présenter le système préhospitalier québécois, mais plutôt, ça pourrait être plutôt sous l'angle de la qualité. Donc, comment
comment on administre la qualité des soins qui sont effectués là, par nos paramédics au quotidien. Je suis Sylvain Vernier, je suis directeur des opérations des ressources humaines pour Ambulance de Merck, c'est donc une société ambulancière du Québec qui est dans la région métropolitaine de la grande ville de Montréal et pour lequel on a une trentaine là, de véhicules ambulanciers et près de 200 quelques paramédics dévoués là, chaque matin à livrer le service aux citoyens. Je suis également le président de la Corporation des services d'ambulance du Québec, donc le président de la corporation. La corporation regroupe là, plus de 70% des entreprises ambulancières privées de la province de Québec, parce que vous allez le voir un peu plus loin, mais les entreprises au Québec, hors de la région de Montréal, sont privées, qui elles-mêmes effectuent là, plus de 75% des transports ambulanciers au Québec. Et mon rôle, en fait, là, à titre de président, c'est de représenter là, les entreprises ambulancières auprès notamment là, des relations gouvernementales. Donc, bienvenue à tous. Voilà. Sachant que c'est une conférence internationale, ben, je vous présente le Canada. C'est un très grand pays, le Canada, qui est composé d'une grande... pardon, j'essaie de descendre mon image, voilà. Qui est composé d'un grand territoire, 10 provinces. Vous allez voir des collègues là, un peu plus tard parler là, de leur réalité préhospitalière, et notamment du Québec, Québec, province canadienne francophone, qui, elle, a une population de 8 500 000 personnes réparties dans 1 668 000 km². Donc, vous pouvez voir que c'est un énorme territoire, la province de Québec, mais qui principalement est habité le long du fleuve Saint-Laurent, donc la portion que vous voyez là, vers le bas de la province, là, qui, elle, compose là, entre la ville de Montréal et la ville de Québec, là, donc dans le bas. Presque 80% de la population du Québec là, réside dans cette zone-là. Donc, il y a une concentration, alors que dans le nord du Québec, puis mes collègues là, de Propère vont pouvoir vous en parler un peu plus tard, mais qui ont une réalité où là, la densité est beaucoup moins grande, mais le territoire est immensément grand. Donc, ça compose une réalité qui est particulière là, à notre pays. On a des principes au Canada, l'universalité des soins, donc d'avoir que toute la population du Canada ait accès aux soins de santé gratuitement. Donc, ça, c'est le Canada qui lui-même édicte les grandes règles en matière de santé. Et la province de Québec, c'est elle qui est chargée de mettre en œuvre là, ces grands principes de santé-là. Donc, les entreprises ambulancières, le préhospitalier, relèvent de la province de Québec en ce qui a trait aux normes, règles de fonctionnement. Donc, on effectue près de 665 000 interventions ambulancières dans la province de Québec pour l'année 2023-2024. Donc, dans la province de Québec, comme je vous expliquais un peu plus tôt, et je vous l'explique vraiment sous l'angle de la qualité des soins qui sont offerts, on a différents types d'entreprises ambulancières. Comme je vous disais plus tôt, les entreprises sont privées. Donc, c'est des organisations privées qui délivrent le service ambulancier à l'extérieur de la région de Montréal et de Laval, donc de la grande ville de Montréal, qui, elle, est un organisme gouvernemental, donc qui est l'État. Pardon. Là, j'ai de la misère avec mon affichage. Qui, elle, livre les services ambulanciers là, sur le territoire de Montréal-Laval. Donc, c'est le gouvernement, dans le fond, c'est l'État là, qui traite. Donc, pour le reste de tout le Québec, c'est des entreprises privées, dont des corporations municipales, des coopératives de travailleurs, des entreprises privées à capital action, qui livrent le service là, quotidiennement au Québec. Comme on en a parlé, comme Quentin en a parlé un petit peu plus tôt, en Belgique, vous avez le 112. En Amérique du Nord, c'est le 911 qu'on voit là, régulièrement, là, que vous pouvez observer. Ces centrales 911 ont la responsabilité de recevoir les demandes d'urgence de la population et de les répartir dans les différents centres qui seront chargés
elles-mêmes répartir leurs ressources d'urgence sur le terrain. Donc, on peut, dans le fond, retrouver différents centres. Donc, si la demande est pour le service de police, par exemple, bien, on redirige l'appel vers le service de police. Mais dans notre cas précis, pour les services préhospitaliers d'urgence terrestres, les demandes, elles, sont acheminées sur ce qu'on appelle des centres de communication santé. Donc, des centres de communication qui sont chargés, eux, il y en a 9 dans la province, qui sont chargés là, de recevoir les appels, donc qui ont été d'abord triés par le 911, pour lequel on a identifié un enjeu de santé et pour lequel on transfère au centre de communication santé qui, lui, les traite, ces appels-là, les priorise via des protocoles qui sont déjà établis et affecte les ressources en fonction là, des ressources qui sont disponibles sur le terrain. Donc, vous pouvez voir dans ce cas-ci la photo justement d'un centre de répartition qui a la responsabilité de transférer là, les appels sur le territoire du Québec. Donc, il y en a 9. Et la corporation, donc la corporation pour laquelle je suis le président, représente près de 75 de ces centres de communication santé-là également. Donc, bon, au Québec, contrairement à ce que Quintin vous a présenté un peu plus tôt, au Québec, c'est un peu différent. On a un titre d'emploi qui est paramédic de soins primaires. Donc, ce sont des paramédics qui œuvrent dans les véhicules ambulanciers qui sont répartis sur le territoire québécois. On n'a pas d'autres types de soins, sauf des paramédics en soins avancés qui se déploient, je vous dirais, tranquillement. Donc, on a une intégration qui est plutôt lente des soins avancés au Québec. Donc, on espère pouvoir le développer encore plus, mais principalement, notre service ambulancier au Québec est assujetti, assumé par des paramédics de soins primaires. Et ça, ces paramédics sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois où il y a des concentrations de population. Mais il faut retenir qu'au Québec, l'accès aux soins, aux services préhospitaliers d'urgence, elle est accessible partout sur le territoire du Québec et les soins, la qualité du personnel, la qualité de la formation, les protocoles qui sont établis pour soigner les gens sont tous les mêmes. Donc, peu importe où on est sur le territoire québécois, ben, on a accès aux mêmes services aux citoyens. Naturellement, dans différentes régions plus éloignées ou pour lesquelles la densité de population est moins grande, bien naturellement, l'accès aux services peut être effectivement un peu plus long parce que c'est un peu plus éloigné en termes de temps. Donc, pour être paramédic de soins primaires au Québec, donc, il faut avoir obtenu un diplôme d'études collégiales. Donc, c'est un diplôme d'études professionnelles, fait 3 ans, qui dure 3 ans après ce qu'on appelle les études, disons, générales, et qui inclut 105 heures en milieu hospitalier, 300 heures d'intégration dans les véhicules ambulanciers. Et on doit également suivre un programme national d'intégration clinique et réussir les évaluations. Donc, à la fin de notre cursus scolaire, on est assujetti à un plan d'évaluation pour être inscrit dans un programme national. Donc, on doit réussir les tests d'admission pour être inscrit au Registre national de la main-d'œuvre des techniciens ambulanciers du Québec. Donc, c'est une prérogative obligatoire pour pouvoir œuvrer sur le territoire québécois. Les paramédics, contrairement à ce qui vous a été présenté, dans notre cas, ils effectuent tous les types de transferts et de transports ambulanciers. Donc, ils font les transports primaires, soit dits d'urgence, mais ils font également les transports secondaires, donc les transports non urgents. Donc, les paramédics, leur statut font en sorte qu'ils œuvrent sur une panoplie d'interventions qui vont des plus urgentes jusqu'au transfert inter-établissement. Donc, c'est assez large. On a également au Québec des services de transport médicaux qui sont des services de transport
en chaise roulante, par exemple, pour effectuer des transferts interétablissements qui ne relèvent pas des soins préhospitaliers d'urgence et qui sont effectués par d'autres organisations privées. Pour être paramédic et maintenir son statut, donc on doit d'une part maintenir son inscription, on doit respecter les exigences requises pour la main-d'œuvre, qui est renouvelable aux 4 ans. Et on doit s'assurer également de respecter les protocoles et respecter l'encadrement médical. Donc, au Québec, l'encadrement médical, il est effectué par l'État, qui elle-même, en vertu des lois qui composent le service préhospitalier. On a des directeurs médicaux, je vais en parler un petit peu plus tard. On doit également respecter le processus d'évaluation de la compétence. Donc, c'est une obligation pour le maintien des paramédics au registre et respecter notre obligation de perfectionnement de nos connaissances. Donc, il y a 16 heures qui peut aller jusqu'à 30 heures de formation continue au Québec là, par année qui sont exigées aux paramédics. Donc, l'approche de la qualité des services préhospitaliers d'urgence au Québec, donc vraiment sous l'angle de la qualité, ben, on a de la qualité clinique, pour laquelle je vous en parlerai un peu plus, mais qui est encadrée au niveau national, mais pour lequel les entreprises également investissent. On a naturellement de la qualité opérationnelle, la qualité administrative, qui, elle, est déterminée plutôt par de la performance ou des performances attendues des entreprises ambulancières en lien avec les obligations qu'elles ont avec l'État, parce que nos entreprises ambulancières au Québec fonctionnent sur un mode contractuel avec l'État. Ce sont les mêmes modalités pour tous les services ambulanciers de la province. Donc, tout le monde toutes les entreprises ont les mêmes exigences, les mêmes contrats, et il en est de même pour les paramédics. Donc, c'est une formule dite nationale. Donc, sous la direction médicale, nous avons au Québec un directeur médical national. Donc, c'est notre directeur pour toute la province de Québec qui lui-même régit les lois des services préhospitaliers. Donc, il est sous l'égide de la loi. Et il définit les normes nationales de soins, les normes d'équipement, donc les grandes orientations en lien avec les soins qui sont requis au Québec, donc qui sont administrés par les paramédics. Et il oriente également le rôle et la responsabilité quant aux grandes orientations et aux compétences cliniques. Donc, c'est le directeur médical national qui édicte en réalité les règles, les normes applicables en matière de soins. Il y a d'autres, naturellement, intervenants gouvernementaux qui régissent les règles, disons, le suivi administratif. Mais pour ce qui est de l'aspect clinique, de l'encadrement clinique des paramédics, bien, ça s'effectue via notre directeur médical national qui édicte les grandes règles. Ce directeur médical national a sous son égide des directeurs médicaux régionaux ou un directeur médical régional. Il y en a un pour chacune des régions du Québec. Si on revient un peu plus tôt sur la province, vous avez vu qu'il y a plusieurs régions de couleurs différentes. Donc, notre directeur médical régional, à ce titre, exerce l'autorité clinique puis au maintien des normes de qualité. Donc, c'est lui qui s'assure en réalité que les normes ont été appliquées correctement dans sa région. Il contrôle, il apprécie la qualité des actes posés par les paramédics, s'assure du suivi des recommandations qui en découlent. Donc, c'est de sa responsabilité où il en effectue le contrôle. Vous allez voir un peu plus tard de quelle façon ça peut se faire. Et il s'assure que la formation continue du maintien, l'évaluation des compétences des paramédics dans sa région. Donc, dans qualité de directeur médical régional, bien, sous sa responsabilité de région, donc à l'instar des entreprises de sa région, il peut y avoir plusieurs entreprises dans sa région administrative, bien, il a une équipe avec lui de reviseurs paramédics. Donc, et cette équipe de reviseurs, ils ont la responsabilité d'écouter et d'analyser des bandes audio d'analyser des rapports d'intervention et d'effectuer des retours d'un rapport au paramédic avec des recommandations cliniques. Donc, le rôle de l'équipe,
les paramédics qui agissent au Québec, tous les paramédics, sur toutes les interventions. Nos interventions sont enregistrées via des moniteurs, le moniteur défibrillateur qu'on utilise. Donc, nos interventions sont enregistrées et l'équipe du directeur médical revise ces interventions-là, les analyse et également les rapports médicaux pour faire un retour auprès des paramédics sur la qualité des services puis des pistes d'amélioration qui peuvent être faites. Ils produisent également des bulletins cliniques, donc de façon plus systémique, des rappels, des modifications et ça sert également pour l'offre de programme de maintien de compétences. Donc, le directeur médical s'occupe également là, du retour aux activités d'un paramédic absent à long terme ou de la mise à niveau. Et ultimement, lorsque c'est nécessaire, mais la suspension temporaire ou partielle des activités s'il y avait des écarts importants qui auraient pu être notés lors de l'évaluation des cas. Donc, c'est la direction médicale régionale qui a ce rôle-là au Québec pour s'assurer que la qualité des soins soit optimale et qu'elle soit bien établie. Maintenant, les entreprises elles-mêmes ont un intérêt à ce que la qualité soit au rendez-vous. Donc, plusieurs entreprises en province ont des chargés d'assurance qualité, des paramédics qui effectuent ce travail-là. Donc, de charger de vérifier ou d'évaluer nos jeunes recrues, par exemple, en période de probation ou les refus de soins, donc les patients qui ont refusé les soins, est-ce que ça a été fait selon les normes, les standards attendus, des revisions aléatoires, des retours cliniques avec les paramédics au besoin. C'est vraiment des gens chargés à l'assurance qualité, c'est des gens qui sont là pour l'amélioration de la qualité, donc qui sont vraiment là dans un objectif de perfectionnement, faire des vidéos formatives, des bulletins cliniques, la rédaction annuelle de rapports cliniques ou des diverses activités cliniques en lien avec l'organisation. Donc, non seulement on a la revision clinique régionale, mais on a également la revision clinique en entreprise, donc des paramédics qui écoutent des interventions ambulancières comme s'ils y étaient pour améliorer la qualité, ce qui est une pratique qui est, je vous dirais, assez rare de mon expérience des services préhospitaliers à travers le monde, de procéder à de l'analyse comme on le fait à l'écoute de cas en particulier pour améliorer la qualité des soins. Nous avons de la qualité opérationnelle également, donc des exigences en lien avec certains standards opérationnels qui sont fixés par notamment les exigences de l'État. Vous voyez ici un de nos paramédics là, qui a la responsabilité de vérifier son moniteur, son appareil de moniteur défibrillateur semi-automatique, mais qui également enregistre les interventions. Donc, on doit s'assurer, par exemple, en termes de performance, que nos vérifications de véhicules soient remises en service en moins de 15 minutes dans le début des quarts de travail. Donc, ça fait partie de la qualité opérationnelle, disponibiliser les véhicules le plus rapidement possible. On a également des exigences quant au temps de réaction, notamment pour les priorités identifiées par notre centre de communication d'urgence à 1 minute. Et également, donc, on veut que le véhicule soit mis rapidement en action en moins d'1 minute. Et notre temps en centre hospitalier pour lequel on vise des objectifs concernant 20 minutes pour déposer notre usager en centre hospitalier et 25 minutes pour nous permettre de remettre en état le véhicule. Donc, c'est des exigences qui nous ont été émises par le gouvernement pour assurer une performance opérationnelle, donc sur la qualité opérationnelle. On vise également les services ambulanciers à ce que les heures qui sont attendues de nos services soient livrées à la hauteur de 99 % des heures. Donc, les exigences sont très, très, très élevées quant aux services qui sont rendus par les différentes entreprises ambulancières en province. On a également des sondages service clientèle sur les services rendus aux usagers. Donc, c'est des formes je dirais, de gestion de la qualité opérationnelle. On a également la qualité administrative. Donc, on a des exigences en lien avec la qualité administrative de nos entreprises. Donc, notamment d'avoir bien saisi la chronométrie des interventions, parce que chaque intervention ambulancière au Québec dispose d'une chronométrie lors de l'appel, la réception, le départ du véhicule, l'arrivée
sur les lieux de l'appel, le départ, l'hôpital, etc. Donc, on doit consigner cette qualité administrative-là à raison de 99 qui sont des exigences très, très élevées en lien avec l'adhésion ou la capacité là, de tenir une chronométrie qui est intègre. Et on doit s'assurer que nos paramédics ont suivi leur heure de formation continue à plus de 95 pour ceux qui sont actifs. Et nous avons également des obligations quant à la qualité administrative, donc les remises des factures, les rapports dans un délai notamment de 45 jours. Donc, on a des délais pour traiter l'information, traiter les factures qui nous sont transmises. On aurait pu avoir d'autres critères. On pourrait voir des critères de temps de réponse, on pourrait avoir des critères en termes de la qualité, le suivi. Pour l'instant, ce n'est pas des critères qualité qui nous sont émis, mais qui, tout de même, nous interpellent et pour lesquels les services ambulanciers québécois ont un intérêt à l'intérieur de cette je vous dirais, environnement-là. Donc, l'angle de la qualité des soins au Québec, comme vous pouvez voir, c'est relativement simple. Nous avons une catégorie d'emploi, une légère catégorie d'emploi de paramédics en soins avancés qui émergent tranquillement au Québec, mais de façon générale, sont tous des paramédics de soins primaires. Le service héliporté, mes collègues en parleront peut-être un peu, mais le service aérien se développe également tranquillement au Québec. Donc, de façon générale, là, on travaille avec nos paramédics de soins primaires partout sur le territoire québécois pour livrer des services de qualité, mais pour laquelle l'engagement envers la qualité est très important. Et vous pouvez voir que beaucoup d'énergie est mise au Québec pour la gestion là, de notre qualité et de la performance des services préhospitaliers. J'aurais pu parler pendant des heures des services préhospitaliers, vous les présenter sous différents angles, mais on a choisi de vous présenter rapidement l'angle des services préhospitaliers sous l'angle de la qualité au Québec. Donc, naturellement, les questions, j'ai compris qu'elles vous seront transmises à la fin du webinaire. Donc, c'est à mon tour de passer la parole à Mme Marie-Pierre Thériault. Merci, M. Bernier. Donc, de notre côté, Agrément nous a demandé de présenter l'entreprise Propère qui a fait partie de l'accréditation Agrément au cours des dernières années. Donc, nous, notre volet va être plutôt au niveau de l'historique de Propère, nos opérations et aussi notre parcours avec Agrément Canada dans les divers secteurs qu'on a fait. Donc, j'y vais tout de suite. Donc, nous allons commencer la présentation avec la présentation des participantes, moi et Mme Trudel, ainsi que l'historique de l'entreprise. On va parler aussi de nos services qui sont offerts, notre implication dans les communautés, nos enjeux, les évacuations aéromédicales, l'accréditation Agrément Canada qui est au cœur de Propère. Donc, pour commencer, je me présente Marie-Pierre Thériault, comme on a mentionné. Je suis vice-présidente de Propère au niveau des services techniques et qualité. Les services techniques et qualité englobent la gestion de divers secteurs tels que l'entretien de nos aéronefs, le service au sol. Donc, on parle de toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport de Rouyn-Noranda, qui vont mettre de l'essence dans les avions, mais effectuer le dégivrage, le service bagages, de tout ce qui se passe comme opération aérienne à Rouyn-Noranda. J'assure aussi la gestion du département médical et ainsi l'assurance qualité. Je suis infirmière depuis près de 14 ans. Je suis chez Propère depuis près de 7 ans aussi et je suis toujours une infirmière qualifiée de vol. Je vous présente ma collègue Annie Trudel qui va pouvoir parler un peu plus tard, qui est chef infirmière chez Propère du département aéromédical. Donc, elle effectue la gestion complète là, du département aéromédical. On parle même de la gestion du matériel, du personnel, de la qualité. Elle pourra vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Infirmière depuis près de 18 ans, travaille chez Propère depuis 3 ans et aussi encore infirmière de vol qualifiée. Je trouvais qu'il était quand même important de parler de l'historique, comme on parlait tout à l'heure.
M. Bernier mentionnait, le Québec est assez grand, il est assez un vaste territoire à couvrir et l'historique de Propère est très important. On parle d'une entreprise qui date de 70 ans. Donc, je vais y aller quand même rapidement, mais c'était un volet important pour moi. Donc, en 1954, on va parler de M. Émilien Pronovo. Je fais une petite parenthèse pour les gens du Québec et peut-être même en Europe qui peuvent connaître la série Les filles de Caleb. Donc, on parle ici du fils de Émilie Pronovo, le fils aîné. Donc, Émilien Pronovo avait la compagnie Air Service à la Sarre. Il travaillait avec ses fils, ses 4 enfants. Dans l'aviation. Cette compagnie-là couvrait beaucoup le nord du Québec. On transportait beaucoup de personnes en lien avec des travailleurs, des scientifiques. On transportait aussi des prospecteurs du Nord, des géologues qui partaient à la découverte du Grand Nord. On a transporté beaucoup à cette époque-là des hommes pour les camps de chasse et de pêche. Donc, vous voyez la première photo, on parle d'avions assez d'époque, là, de brousse qui étaient des beavers ou des hauteurs, comme on mentionne. Par la suite, en 1980, les fils d'Émilien ont repris l'entreprise, ont continué de développer et on a joué un rôle important dans ce qui était le développement de la baie James. Au Québec, nos centrales hydroélectriques sont situées sur le territoire de la baie James et on se rappelle qu'à cette époque, il n'y avait aucune route. Donc, tout le transport de matériel a été fait par avion. La nourriture, le matériel, le personnel a été transporté dans les avions, dont les avions qui étaient encore de Air Service appartenant au fils d'Émilien Pronovo. Donc, on a joué un rôle crucial dans le développement de nos centrales hydroélectriques. En 81, les frères Pronovo ont décidé de faire l'achat d'une autre entreprise régionale qui était Airfecto. Donc, vont prendre la SAR Air Service ainsi qu'Airfecto et de là va naître Propère. Vraiment, le nom vient de cette époque-là. À cette époque, la construction des bases hydroélectriques de la baie James était terminée, donc la demande a changé. Donc, les frères vont vendre des avions qui étaient plutôt de brousse pour aller vers des avions turbopropulsés et pressurisés. Donc, on va changer la flotte complètement, qui était une flotte d'une 40aine d'avions, pour aller vers des appareils plus performants pour faire du taxi aérien qui est en demande de plus en plus. On se transporte par la suite en 1991, où Propère a été la première entreprise québécoise à mettre des infirmières dans les avions. Auparavant, on prenait les infirmières qui étaient dans les cliniques du Nord québécois pour aller porter les patients plutôt au sud de la province. On en reparle un peu plus tard. Donc, en mettant des infirmières appartenant à Propère dans les appareils, on permet aux infirmières des cliniques de rester dans les communautés et ainsi de ne pas faire de découverture sur les communautés. Par la suite, là, en 2013, on a l'acquisition de Propère par M. Lambert. Donc, les frères Pronovo ont décidé de revendre et voulaient garder vraiment l'entreprise régionale. Donc, M. Lambert et ses associés vont acheter Propère. M. Lambert est toujours actionnaire principal, le président de l'entreprise à nos jours. En 2016, on a un partenariat qui va se créer avec Air Québec, qui est un partenariat très important, très établi dans le Nord québécois, dans les communautés CRI. Donc, Propère est à 50% avec Québec et Propère. En 2017, la demande change encore. On ajoute un autre type d'appareil à notre flotte qui est le Beech 1900D que vous voyez en haut à gauche, à droite, pardon. Étant donné que la demande de taxi aérien augmente, donc cet appareil va pouvoir amener de plus en plus de personnes et de plus en plus de cargo aussi, selon les demandes. Donc, nos services, chez Propère, les services sont surtout le nolisement d'avions. Donc, peu importe que ce soit pour aller porter des travailleurs dans le nord du Québec ou dans l'Ontario ou ailleurs dans le Canada, on fait beaucoup de nolisement pour des compagnies minières en grande particulier. J'ai mis une petite photo, là, vous voyez l'intérieur d'un avion. On parle d'une conversion rapide de nos avions en avions ambulance. Nos avions de modèle King Air 100 peuvent être convertis en avion ambulance ou en charter. Ici, on voit un avion ambulance avec 2 civières à droite et 4 sièges à gauche. Si c'était un charter, ce serait que des sièges. Il n'y aurait pas les civières. Donc, vous voyez un peu de ce que l'air l'intérieur rapidement. On va effectuer énormément d'évacuations aéromédicales sur l'ensemble du territoire québécois avec un départ en 60 minutes suivant l'appel. Donc, dès qu'on reçoit un appel, notre mission est de partir en 60 minutes. Donc, on va aller déclencher l'appel pour les pilotes, l'infirmière, et je vais laisser encore une fois Annie expliquer le tout plus en détail plus tard. On a aussi notre volet d'entretien d'aéronefs. On a notre propre service d'entretien d'aéronefs ici sur notre base à Rouyn-Noranda.
Et comme j'ai mentionné, on effectue des services aéroportuaires. Donc, on est en charge de tout ce qui est service aéroportuaire de l'aéroport de Rouyn-Noranda, avec l'équipe de service au sol qui va traiter le cargo, l'essence, le dégivrage, le traitement de bagages. Notre implication, agir face à la précarité des zones inhospitalières du Québec. Dans le Grand Nord, on parle des régions éloignées qui n'ont parfois aucun centre hospitalier sur place. Et on va aller, il y a certaines régions qui possèdent seulement des dispensaires où est-ce qu'on va avoir une infirmière de garde et parfois un médecin ou un médecin à distance par téléphone. Donc, Propère s'engage à venir en aide aux communautés pour aller chercher les patients qui ne peuvent pas avoir les soins requis sur place, étant donné qu'il n'y a pas de route non plus pour aller au sud et que la distance est incroyablement énorme, comme on l'a vu tout à l'heure sur les cartes de M. Bernier. Donc, on va aller chercher ces personnes. On va répondre à l'insuffisance de la desserte aérienne du nord du Québec et de l'Ontario. Il n'y a pas énormément de... Oui, c'est en développement, le domaine aérien, mais il n'y a pas non plus énormément d'entreprises pour l'instant qui sont établies au niveau du nord du Québec et du nord ontarien. On couvre toutes ces parties. Prendre les mesures face à l'éloignement géographique des Premières Nations, c'est encore une fois venir en aide sur les services hospitaliers pour les régions éloignées des Premières Nations. Et c'est notre clientèle principale, je dirais. On va parler de nos enjeux. On a différents enjeux, c'est certain, dans notre corps de métier. Donc, les interactions entre différents corps de métier. Les infirmières, quand on fait notre formation à l'école, excusez-moi, au collège, on nous apprend à avoir des interactions avec les médecins, les inhalothérapeutes, d'autres infirmières, et c'est normal. Quand on vient chez Propère, on doit venir jouer avec des interactions avec d'autres corps de métier comme les pilotes, qui est une réalité complètement différente de la nôtre, et même à l'inverse, eux, d'être en interaction avec du médical. On parle de duty, de normes, de choses qui ne sont pas du tout présentes en centre hospitalier. Donc, c'est un tout autre volet quand les infirmières débarquent chez Propère. Les conditions de vol sont de plus en plus difficiles, en région éloignée. On parle de pistes en gravier, on parle de pistes courtes où est-ce que ce n'est pas tous les appareils qui peuvent aller se poser sur les pistes pour aller chercher les patients. La disponibilité des services en région éloignée, encore une fois, on parle parfois dans des régions, on ne retrouve même pas un service d'avitaillement de carburant pour nos avions ou de dégivrage. Donc, on doit quand même calculer d'aller faire un arrêt d'avitaillement dans une autre communauté voisine. C'est vraiment de l'organisation et de la coordination pour effectuer toutes nos missions. La réalité géographique du territoire québécois, comme on disait, hein, c'est des grandes distances. On a même des missions parfois, vous allez voir plus loin, qui doivent être prévues d'avance. Donc, on doit partir en avion, aller se positionner la veille pour prendre en charge le patient le lendemain pour un rendez-vous, par exemple, qui se passe au sud, et repartir le lendemain parce que nos équipages sont régis sur des temps en devoir, des duties de 14 heures. On ne peut pas excéder le 14 heures et vu les grandes distances, c'est ce que ça implique à l'occasion de faire. Réalité météorologique, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, qui est complètement différente du sud du Québec. On a la neige, on a le froid, mais on a aussi les grands gels de la baie James. Le gel et le dégel vont venir créer à l'automne et au printemps une diminution de la visibilité. Donc, il y a des journées parfois que c'est impossible d'aller atterrir dans les communautés, étant donné que la visibilité est quasi nulle pour aller chercher les patients. Et comme tout le monde, je dirais en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, c'est certain que c'est plus difficile étant donné qu'on a une pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble de la province. Et je dirais qualifiée étant donné que pour nos contrats en ce moment, on a besoin d'exemples. Je vais vous donner un exemple des pilotes ayant un certain nombre d'heures pour pouvoir effectuer les missions. Des infirmières doivent avoir un certain nombre d'années de soins critiques avec certaines formations. Donc, c'est du personnel qui est plus difficile à aller chercher. Je vais passer la parole à ma collègue Annie Trudel. Bonjour, je vais vous parler maintenant des opérations aéromédicales. En fait, Propère fait deux sortes d'opérations aéromédicales. On parle du MEDEVAC et du SCEDEVAC. Le MEDEVAC, c'est une évacuation sur demande. C'est là qu'on parle du 60 minutes là, une fois la mission acceptée. C'est une mission qui nécessite une évacuation urgente. C'est à peu près 90% de nos opérations, les opérations MEDEVAC. On va chercher des gens qui ont besoin de plus de soins que ceux qui vont être dispensés sur leur communauté. C'est des
transports aussi qui sont parfois nécessaires pour aller passer des examens diagnostiques parce que dans leur village, il n'y a pas ces examens-là. On parle même de scan, de rayon X. On a un délai très strict à respecter. C'est un transport urgent. On le fait aussi parfois pour des greffes ou des soins palliatifs. Au niveau du SCEDEVAC, c'est planifié à l'avance. C'est un transport pour des rendez-vous de routine, des rendez-vous non urgents. Le SCEDEVAC aussi, c'est pour des gens qui sont non ambulatoires, qui ne peuvent pas prendre pour une raison ou une autre un vol commercial régulier. On peut passer maintenant, je vais vous parler du déroulement des missions MEDEVAC. Je vais vous faire un résumé bref de comment se passe la réalité chez Propère, comment ça se passe lorsqu'on a une demande. En fait, la clinique fait une demande d'évacuation qui est envoyée à notre répartition des vols, qu'on appelle chez nous le dispatch. La répartition des vols, maintenant, on informe l'infirmière qui appelle pour avoir un rapport. Elle a 15 minutes, l'infirmière, pour déterminer les soins que ce patient-là va avoir besoin. Si elle a besoin de ressources supplémentaires, parce qu'à la base, pour faire une mission, on a une infirmière, 2 pilotes. Alors, parfois, l'infirmière va avoir besoin, selon la criticité du patient, de ressources supplémentaires comme un inhalothérapeute, une deuxième infirmière, une sage-femme ou un médecin. Elle doit évaluer aussi le matériel supplémentaire qu'on peut avoir besoin. Nos avions sont super bien équipés pour répondre à toutes les urgences, mais il y a certains matériels qu'on sert moins souvent, comme un respirateur ou un incubateur, mais on va décider aussi lors du rapport qu'est-ce qu'on apporte. On va déterminer aussi à quelle altitude il faut voler, parce que l'infirmière, dans son travail, c'est nouveau pour elle quand elle commence chez Propère, mais elle doit vraiment déterminer les soins par rapport à l'altitude parce que l'altitude a un impact sur l'organisme. Ensuite, la clé de la réussite, c'est vraiment l'anticipation. Elle doit anticiper tout ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on a besoin d'infirmières chevronnées avec une expérience au moins de 2 ans de soins critiques. Ça fait toute la différence, l'expérience de l'infirmière puis sa capacité à s'adapter au changement. Alors, une fois qu'elle a accepté la mission, qu'elle a déterminé les besoins, elle a 60 minutes pour décoller avec son équipe vers la clinique. Ensuite, une fois arrivée à la clinique, l'infirmière va aller chercher une mise à jour sur les conditions du patient. Elle va prendre en charge le patient, elle va essayer de faire le plus de soins possible au sol parce que dans l'avion, c'est un petit habitacle, c'est pas évident, mais elle doit toujours tenir compte du chronomètre qui roule, comme Mme Thériault nous parlait tantôt, le 14 heures. On a 14 heures pour, à partir que les pilotes sont appelés, jusqu'au retour à la base à Rouyn-Noranda. Étant donné le nombre de kilomètres qu'on a à parcourir dans la région du Québec, 14 heures parfois, ça va vite. On reçoit pour nous aider un manifeste de vol qui nous dit une évaluation du temps qu'on peut mettre dans chacune de nos étapes de vol. Il faut s'assurer aussi que la majorité des soins d'évaluation soient effectués avant le départ, puis il faut considérer toujours nos enjeux à respecter. Il faut coordonner, planifier le transport de l'aérogare vers le centre receveur du patient. Puis parfois, on a 2 patients à 2 endroits différents à apporter. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de coordination. Pendant le vol, le personnel infirmier travaille de façon autonome, sans la supervision directe de médecin. Il s'assure de dispenser les soins selon les prescriptions et les ordonnances de vol qu'il a obtenues. On a aussi recours à plusieurs ordonnances collectives pour faire face aux situations d'urgence. On a la communication satellite qui nous permet d'appeler 24 heures sur 24 un médecin ou l'infirmière-chef au besoin si on a des questions au niveau des opérations ou on a besoin d'un coup de main au niveau médical. Elle doit s'assurer aussi de la sécurité en vol. C'est au cœur de nos interventions. Le personnel infirmier doit respecter et appliquer la réglementation de Transport Canada, notamment au niveau de la sécurisation de la cabine et des patients pendant le vol. À l'arrivée à l'aérogare, c'est l'infirmière qui chapeaute une des parties les plus critiques de nos interventions en mission aéromédicale, c'est le transbordement sourcilière. Le transbordement, pour faire une histoire courte, c'est la façon que la personne va entrer ou sortir de l'avion. Et quand on fait un transbordement sourcilière, c'est pas sans risque.
c'est une façon de faire qui doit être, on doit respecter vraiment chacune des étapes de sécurité parce qu'il peut y avoir des risques de chute. Alors, c'est l'infirmière qui chapeaute, qui dirige le transbordement. Les pilotes sont formés pour effectuer les transbordements. Puis, on explique les étapes au fur et à mesure aux paramédics au sol qui vont nous venir en aide aussi pour sortir les patients de l'avion. Ensuite, la prise en charge du patient va être assurée par l'infirmière de vol et l'équipe de paramédics au sol qui, après avoir échangé sur l'état du patient, déterminent chacun leur rôle pendant le transport jusqu'au centre receveur. Une fois qu'on va arriver sur place, au centre receveur, on va donner le rapport à l'équipe qui prend en charge le patient. On va l'accompagner, le patient, jusqu'à son lit. On va s'assurer qu'il soit en sécurité, qu'il a tous ses effets personnels, qu'il a accès à de l'aide en cas de besoin. C'est notre concept qu'on appelle bed to bed. On va chercher les gens à leur clinique ou à leur dispensaire sur leur lit, puis on les apporte jusqu'au centre receveur sur leur lit. Fait qu'on dit qu'on donne un service bed to bed. Ensuite, on va avoir le retour à la base. Fait que pendant le retour et une fois au sol, l'infirmière va s'assurer que tout est en ordre et est prêt pour ses collègues pour la prochaine mission. Maintenant, notre clientèle, nos principaux clients sont les membres de la nation Cri. Ça représente environ 95% de nos missions. Ensuite, on a les membres de la communauté inuit du nord du Québec. De façon ponctuelle, comme Mme Thériault disait tantôt, on va se positionner selon la demande sur une communauté afin de répondre plus rapidement aux demandes. Il y a aussi qu'on répond aux demandes d'évacuation de la part des mines d'Hydro-Québec et tout autre client sur le territoire québécois. Une petite parenthèse, sachez qu'en haut de la baie James, en haut et de la baie du Tson, à un moment donné, il n'y a plus de route entre les villages. Tous les transports se font seulement encore par avion. Fait que notre équipement, c'est sûr que pour partir à l'aventure dans le nord du Québec, il faut vraiment avoir un équipement de pointe, puis il faut être capable de couvrir pas mal toutes les urgences. Propare assure un transport médical rapide. On a une vitesse de croisière avec nos avions qui s'appellent les King Air 100 de 420 km/h. On peut parcourir avec le carburant selon le cas à peu près 2000 km. Fait que le transport est rapide. L'avion est équipé d'appareils médicaux de pointe puis on y va sur l'ensemble du territoire québécois. Avec notre flotte d'aéronefs polyvalentes, on est en mesure d'atterrir sur des pistes courtes et en gravier. On est prêt à intervenir dans les régions les plus reculées du Québec. Puis aussi, on est prêt à intervenir dans à peu près toutes les conditions météorologiques, mais c'est sûr qu'on doit toujours respecter les normes de Transport Canada. Ensuite, on est équipé de plusieurs protocoles médicaux qui favorisent l'autonomie de nos professionnels parce que souvent l'infirmière est seule à bord. Fait que l'infirmière doit être bien formée. Fait que de base, c'est une infirmière qui a un cours au niveau collégial, qui est membre de l'OIQ. Elle a 2 ans d'expérience en soins critiques, plus 25 heures de formation continue. Fait que ça, c'est l'infirmière de base qui va commencer chez Propère. Une fois chez Propère, elle reçoit une formation supplémentaire théorique de 40 heures sur une plateforme Internet, ainsi que 10 heures de supervision directe en vol et de la formation pratique. On fournit tous les outils pour favoriser une grande autonomie. On a beaucoup de formations au niveau AIGL, c'est pour l'intubation des patients en cas d'urgence. On va faire des cardioversions, on va faire de la réanimation en vol. Fait que l'infirmière peut soigner quelqu'un qui a une fracture comme quelqu'un qui est intubé ou qui a fait un arrêt cardiaque. Notre directeur médical, M. Méran, a aidé et aide à la mise en place de plusieurs ordonnances collectives qui permettent l'administration et les soins de médicaments de façon autonome dans l'avion. Pour l'équipement de monitoring et de réanimation, c'est vraiment la pointe de la technologie. Propère a été chercher qu'est-ce qui se faisait de mieux pour qu'on puisse répondre avec une grande qualité aux besoins de nos clients.
On a un système de communication satellite avec l'équipe médicale au sol 24 heures sur 24. En cas d'urgence, l'équipe a accès à la téléphonie pour communiquer avec ses supérieurs ou avec un médecin. On a un large inventaire de matériel, comme je vous disais, pour vraiment être capable de répondre aux soins pour les personnes de tout âge, quel que soit leur diagnostic. Fait que du nouveau-né à la personne âgée, on est équipé, on a les choses on a tout le matériel selon le poids, la grandeur. Comme je disais, on transfère des gens qui ont des fractures ou des gens qui sont ventilés, qui ont un gros polytrauma. C'est un gros travail d'équipe et effectuer des missions aéromédicales. Pour vous parler un petit peu de la hiérarchie, comment ça fonctionne, on a notre VP, Mme Thériault, VP des services techniques et de qualité. On a aussi un directeur médical, un médecin. Le médecin va nous aider au niveau des normes de transport, tout ce qui est légal, les ordonnances collectives. Il va nous outiller pour qu'on puisse travailler de façon autonome. Il y a l'infirmière-chef, moi, qui règle. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'occupe que les infirmières soient bien formées, que le matériel nécessaire pour travailler. Je m'occupe de l'entretien du matériel. Je vais vraiment, tout le département, finalement, c'est moi qui chapeaute pour que tout soit fonctionnel, puis qu'on réponde aux normes de qualité. Ensuite, on a 2 chefs d'équipe. Nous autres, on fonctionne en horaire 7 jours de travailler, 7 jours de congé. On a un chef d'équipe par 7 jours. Le chef d'équipe va s'occuper de former les nouveaux. Puis, il y a les infirmières de vol. Fait que c'est vraiment un gros travail d'équipe. L'infirmière-chef, c'est moi, je suis là 24 heures sur 24 pour répondre au niveau des questions de nursing et des opérations. Le directeur médical aussi qui est disponible. On a une banque d'inhalothérapeutes, de médecins, de 2e infirmières pour accompagner l'infirmière de vol selon la criticité des missions. Et on a la communication satellite en vol. Outre l'équipe médicale, il y a le service au sol, comme Mme Thériault parlait tantôt, qui ravitaille et fait briller nos appareils, la maintenance qui s'occupe des arrêts au NIF. On a les pilotes qui nous amènent à bon port et qui collaborent avec l'équipe médicale. On a les opérations qui s'occupent de la répartition des missions, du bon déroulement, de nous trouver des chambres d'hôtel. La répartition des vols sont notre référence au sol. Chaque membre de l'équipe est un maillon de la chaîne d'évacuation médicale. Chacun son rôle, connaît bien son travail. C'est comme une chorégraphie bien ficelée, opérer un médévac. Être infirmière chez Propère, c'est planifier les transports aéromédicaux, c'est planifier tout ce qui pourrait arriver, c'est d'évaluer l'état de santé des patients pour une prise en charge, c'est de regarder plus loin tout ce qui pourrait arriver, prodiguer des soins adaptés aux conditions du patient tout au long du transfert, c'est collaborer avec l'usager, sa famille, c'est faire la différence auprès des personnes, personnes autochtones, et les membres de l'équipage. Il faut une formation continue sur des thèmes de l'adulte jusqu'au nouveau-né. On vit dans des régions éloignées. Des fois, on vit au cœur des coutumes. On va vivre avec les gens dans les communautés. Il faut être très autonome, vif d'esprit, avoir une bonne capacité d'adaptation, vivre l'aventure au quotidien. C'est aussi tenir compte de l'impact de l'altitude sur l'organisme et sur notre matériel. C'est faire partie d'une famille soudée, de reconnaître que chaque membre est essentiel aux missions. Fait que c'est ça, être infirmière chez Propère. Je laisse la parole à Mme Thériault. Merci, Annie. Donc, comme Annie a un peu mentionné, on a certaines instances qui nous régissent chez Propère. Donc, à commencer par l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec au niveau des lois qui vont venir nous protéger aussi en cas de quelconque situation. On a le Collège des médecins, étant donné qu'on a un médecin qui est de garde 24 heures sur 24 avec nous. Donc, tout ce qui est ordonnance collective et les prescriptions. On a Transport Canada, comme on a mentionné, on est une compagnie d'aviation, donc nous sommes régis au niveau des normes de Transport Canada, tant au niveau des opérations que la maintenance. Les ententes contractuelles, comme on peut mentionner, il y a certains contrats qui vont nous demander certains matériels dans l'avion ou un certain nombre d'heures de qualification de pilote ou d'infirmière. Chaque contrat est très différent. Le temps de voir des pilotes, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on parlait des duties, donc c'est un chronomètre qui roule constamment dès que l'appel est lancé.
les ententes syndicales. Nous sommes régis par le syndicat, ainsi que les règles du transport aussi ambulancier, parce qu'on va aller interagir, comme M. Bernier mentionnait tout à l'heure, dès qu'on arrive au sud du Québec avec les transports ambulanciers. Donc, ils ont leurs protocoles qu'on doit respecter, qui ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres dans l'avion. Donc, c'est tout ce qui doit être mis en contexte. On va parler un peu d'agrément. Donc, pourquoi agrément? Pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers agrément dans les dernières années? Donc, on avait une volonté d'amélioration de notre service à la clientèle, une amélioration de nos processus. On avait beaucoup de processus qui étaient en place dans différents secteurs. Comme mentionné, nous avons un secteur de maintenance, de services au sol, d'opération, de médical, mais on voulait venir uniformiser tous nos processus et procédures dans l'entreprise pour travailler tous de la même façon. On va aussi avoir la démarche qui implique toutes les équipes, qui crée quand même un sentiment de fierté et de responsabilité collective. C'est un gros travail d'équipe. Donc, je vais vous parler de notre cheminement avec Agrément Canada. Donc, le début de tout a commencé en janvier 2020, où est-ce qu'on a décidé de se lancer dans Agrément Canada pour l'accréditation de base, l'accréditation Primer, comme on le mentionne. Donc, en janvier 2020, on a fait une analyse d'écart. On a fait venir la documentation auprès d'Agrément Canada pour savoir c'était quoi les normes demandées. On avait déjà un département d'assurance qualité où est-ce qu'on avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites, mais on voulait voir où est-ce qu'on se situait par rapport à ce qu'Agrément Canada demandait. Donc, Dr Meyran et moi, on a fait une analyse d'écart et à la suite de l'analyse, on s'est dit, bon, mais on se lance. On le fait. C'est quand même un gros travail acharné qui va impliquer beaucoup de personnes dans le processus. Donc, c'est en janvier 2022 que notre première visite de nos auditeurs d'agrément a eu lieu. Donc, on a réussi notre agrément de base haut la main. Et on s'est bien rendu compte, même en faisant cette accréditation de base avec les auditeurs, que nous étions pas très loin de l'accréditation, juste au-dessus, qui était l'accréditation Cumentum. Donc, on a décidé de ne pas attendre, comme la plupart des gens vont attendre peut-être 1 ou 2 années avant de se lancer dans l'étape d'ensuite, étant donné que c'est quand même un très gros travail à temps plein, l'accréditation. Donc, on se lance tout de suite en février 2022. On fait venir encore une fois la documentation pour voir ce que ça va contenir, l'accréditation Cumentum. On fait une analyse d'écart encore une fois et là, on se rend compte que ça implique encore plus tous les départements. On va aller jusqu'aux ressources humaines, jusqu'au processus de tous les départements. Donc, on se lance dans l'aventure et c'est en octobre 2023 qu'on a notre deuxième visite de nos auditeurs dans nos installations qui vont venir auditer. Et on a reçu notre certification Cumentum. Et nous sommes aussi très fiers de mentionner qu'on a eu la mention d'honneur suite à cette certification avec Agrément Canada en octobre 2023. Nos principaux défis, c'est certain, comme on mentionne, la réalité des opérations en région éloignée tout au long de notre parcours avec Agrément Canada, parce qu'on parle beaucoup de clients partenaires, d'usagers partenaires. Notre clientèle, vous l'avez vu, se situe la plupart dans le nord du québécois, donc c'est très difficile d'avoir un feedback, un retour à la suite de nos évacuations, étant donné que même leur réalité n'est pas du tout la même. Parfois pas de téléphone, parfois pas de moyens de communication pour avoir un retour sur nos missions. Donc, ça a été quelque chose de très, un petit défi à passer pour cette section parce que l'agrément nous demande beaucoup de retours sur nos usagers qui sont très importants. Ensuite, on a la considération des cultures autochtones. C'est une réalité sur laquelle on vit depuis toujours. Chez Propère, comme vous avez vu, on opère dans le nord du Québec depuis plusieurs années. Le travail interdépartemental, on a chacun notre réalité ici. Là. On ne l'a pas mentionné, on est une entreprise de 150 employés avec divers secteurs. On est dans de l'opération, donc on vit dans des urgences au quotidien, tant au niveau de la maintenance que de l'opération de vol, que du médical. Donc, de venir placer les horaires en fonction qu'on doit aller vers l'accréditation a vraiment été un enjeu pour nous. Disponibilité des acteurs principaux. Donc, on avait Dr Meyran qui était en tête du projet, qui est aussi médecin à l'urgence de Rouyn-Noranda. Donc, ses disponibilités à l'urgence versus chez Propère a été aussi un petit défi, mais ça a très bien été somme toute.
Les enjeux organisationnels, obtenir l'adhésion et la participation active de tous les niveaux de l'organisme. Parce qu'au début, agrément, quand on mentionne agrément, on pense que c'est que pour les soins de santé, mais on se rend bien compte que ça va venir toucher complètement l'entreprise en totalité. Donc, l'adhésion, c'est très bien fait, mais on doit quand même l'obtenir de tout le monde pour pouvoir aller chercher notre accréditation. Ensuite, on a la vérification de tous les documents qu'il faut qu'ils soient alignés avec toutes les normes actuelles, comme je vous ai mentionné, les travaux interdépartementaux et le suivi des non-conformités passées. Donc, quand agrément est passé pour l'agrément de base, on a des non-conformités qu'on doit répondre dans un certain délai. Et donc, ça fait partie de ce qui s'ajoute pour l'accréditation. Par la suite, ce qui nous a permis cette accréditation, c'est certain un renforcement de la réputation de notre organisation auprès des partenaires, des clients et des parties prenantes. C'est certain que quand on voit sur une entreprise le Sceau d'agrément Canada, on sait qu'il y a une uniformisation des processus, qu'il y a de la qualité et que les soins sont sécuritaires. Mise en place de pratiques de travail standardisées et améliorer la collaboration de tous. On va avoir aussi le renforcement des processus internes, comme je vous ai mentionné, pour offrir des soins sécuritaires, efficaces et centrés sur le client. L'identification et résolution des lacunes grâce aux évaluations régulières. Agrément va nous avoir amené un autre œil sur l'assurance qualité. On le faisait déjà auparavant, mais depuis agrément, beaucoup plus au niveau des audits. On va aller auditer tout, même les notes infirmières, les notes au dossier de l'infirmière qui a fait pendant le vol. On va aller auditer nos lavages d'avion, nos désinfections. On va aller auditer partout pour s'assurer qu'on a une qualité bien présente au niveau de l'entreprise. Une adoption des normes internationales pour garantir les pratiques sûres et réduire les risques pour les patients, mais aussi pour les employés. Donc, vraiment, c'est ce que l'accréditation Agrément Canada nous a apporté. Donc, comme on a mentionné, la période de questions va se produire à la fin. Je veux juste terminer sur un petit vidéo de quelques secondes qui présente un départ en mission MEDEVAC. Donc, merci. Donc, je vais passer la parole à Madame Saumur pour la suite. Alors, bonjour à vous tous. Merci. La dernière, mais non la moindre, ou la cerise sur le Sunday, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais vous présenter ce que nous faisons au Nouveau-Brunswick en termes de soins paramédicaux, de soins à domicile et aussi de soins pour les patients, ce qu'on appelle orphelins, qui n'ont pas accès aux soins primaires avec un médecin permanent. Alors, nous, on essaie de transformer les soins communautaires, d'avoir une approche tripartite avec trois types de services cliniques. Alors, on nous appelle EMANB. Alors, qui nous sommes? On va vous partager ça. Nos opérations, notamment Ambulance Nouveau-Brunswick, le programme extramural qui est les soins à domicile et Lien Santé Nouveau-Brunswick. Alors, on va vous partager aussi notre expérience pendant la pandémie parce qu'il y a des choses qu'on est quand même assez fiers au Nouveau-Brunswick d'avoir réussi. Et l'excellence des services, certains de vos collègues vous ont partagé la dimension de la satisfaction, notre parcours avec Agrément Canada, notamment notre cadre de référence et de pratique exemplaire. Alors, qui est EMANB? Alors, nous sommes au Nouveau-Brunswick et le Nouveau-Brunswick est une population et la seule province officiellement bilingue au pays. Alors, nous sommes complètement à l'est du pays, évidemment. Donc, nous sommes l'équipe le plus près de nos collègues d'Europe et des pays d'Afrique. Et nous avons une croissance démographique à la hausse depuis les 2 dernières années, notamment par rapport à l'immigration interprovinciale et l'internationale aussi. Donc, nous sommes une population d'à peu près 850 000 habitants, dont 16 communautés autochtones, qui équivaut à peu près de 18 000 habitants des Premières Nations. Notre âge médian est de 45,4 années. Nous avons le deuxième taux le plus élevé au pays. Donc, et ça représente 23% de notre population qui est vieillissante. Alors, quand on parle de population vieillissante, on parle de comorbidité, évidemment, et des maladies chroniques. Nous avons un modèle qui est
particulièrement unique et un partenariat public et privé par rapport avec le ministère de la Santé et les employés sont tous syndiqués à l'exception des postes cadres. Nous avons évidemment différents partenariats, comme tout le monde, notamment le système hospitalier, les services de première d'urgence, notamment les policiers, les pompiers, etc. Nous avons aussi une approche intégrée qui est centrée sur le patient. Et d'ailleurs, les normes d'agrément maintenant, d'entrée de jeu, mon collègue vous partagé que je suis visiteur pour agrément. Alors, les normes maintenant de soins centrés sur le patient et l'excellence des services sont un témoin de l'évolution de Qmentum qui a commencé en 2008. Nous avons évidemment une mosaïque de talents et qui est dispersée partout à l'intérieur de la province. Et je vous ai fait part des partenaires multiples. Et nous avons aussi des patients aviseurs qui sont intégrés avec nous depuis 2018 et qui nous aident à cheminer dans notre démarche d'amélioration de la qualité. On est toujours en démarche, on n'arrête jamais. Et aussi, ça nous permet aussi d'avoir un point de vue qui leur sont très propres et ils sont très présents dans nos équipes et même dans la démarche d'agrément lorsque nos collègues visiteurs viennent nous visiter. Alors, ils rencontrent des patients partenaires en plus. Au niveau des opérations, ce que nous sommes, ENB, on est au-delà de 2000 employés. Nous avons plus de 100 postes ou locations répartis à travers la province. Nous avons 500 véhicules et on a au-delà de 800 000 contacts patients par année qui comprend les 3 entités cliniques. Alors, évidemment, on sait aussi que dans la foulée de l'enjeu et d'autres provinces le vivent au pays, j'imagine que d'autres collègues le vivent à l'extérieur du Canada, nous avons des enjeux de congestion des urgences. Et évidemment, à ce moment-là, nos collègues paramédics, par exemple, ils arrivent à la porte pour essayer de respecter les délais parce qu'on a aussi des indicateurs de rendement et de performance. Malheureusement, on a de la difficulté à répondre à tous ces besoins-là. Alors, c'est une réalité terrain que je vais vous partager tantôt, comment qu'on essaie en équipe avec les 3 entités de soins de limiter ou de réduire des visites à l'urgence et de les diriger vers un autre pourvoyeur de soins. Alors, Ambulance Nouveau-Brunswick, sa création est arrivée en 2007, comme beaucoup d'organisations. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y avait plusieurs services d'ambulance à l'intérieur de la province et la vision était d'avoir un service provincial pour l'ensemble du territoire. Et évidemment, ça a été créé en 2007. Nous avons, évidemment, comme tout le monde, des répartiteurs de médicaux d'urgence. Nous avons les ambulances. Nous, c'est le 911, comme mon collègue M. Bernier expliquait. Nous avons Air Ambulance et services aéronefs pour faire un coucou à nos collègues chez Proper aussi. Nous avons différents champs de pratique, notamment des techniciens médicaux d'urgence, que eux vont faire, par exemple, les transports qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une surveillance médicale ou de soins. Nous avons des paramédics de soins primaires et nous avons des paramédics de soins avancés et évidemment, nous avons des infirmières de vol en soins critiques. Les transports interhospitaliers, par exemple, j'en ai fait référence avec nos techniciens médicaux d'urgence. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des unités de réponse rapide. Lorsqu'il y a une équipe de paramédics de soins primaires qui ont besoin d'un certain surplus d'un coup de pouce, alors évidemment, ces équipes-là sont envoyées et c'est des paramédics de soins avancés qui vont répondre à ce moment-là. Alors, l'objectif en arrière de la couverture provinciale, c'était surtout la standardisation des pratiques et la couverture des services, d'avoir des points d'accès uniques avec un centre de répartition. Et évidemment, il y avait la question d'équité salariale au Nouveau-Brunswick et d'avoir un dossier patient. Et par ailleurs, un dossier patient, maintenant, en 2025, nous allons avoir un dossier électronique. Alors, on a eu un jalon important, le 21 août dernier, en plein cœur de l'été, on a frappé notre 1 millionième appel. Alors, c'est quand même, c'est pas des dollars, inquiétez-vous pas, c'est pas des euros, c'est des appels des gens qui avaient besoin des soins et des services et nous sommes très satisfaits d'avoir atteint ce jalon-là, qui est un jalon très important.
Pour faire un retour avec ce qu'on vous a partagé de l'engagement des soins hospitaliers. Alors, en janvier 2022, lorsque on était en pleine pandémie, vous vous en rappelez, alors on essaie de trouver des solutions pour limiter les transports des gens et de risques de contamination croisée et plein de choses. Alors, on a lancé un projet avec nos collègues, évidemment, nos médecins, nos urgentologues. On a des équipes de médecins aviseurs qui sont au sein de notre service, de tous nos services, et avec nos urgentologues, ce qu'on appelle le pre-alert. Alors, excusez l'anglicisme, mais c'est le pré-alerte, si vous voulez. Alors, c'était lancé durant la pandémie. Ce sont des algorithmes d'évaluation systématique qu'on utilise pour évaluer un patient, à savoir, tu sais, la première partie, les signes vitaux, la présentation de la situation, est-ce que c'est une situation traumatologique dans le sens où on a tombé, ou c'est une situation médicale, j'ai des douleurs thoraciques. Et évidemment, il y a une consultation qui est faite et puis là, il y a un triage qui se fait. Alors, vous pouvez voir que depuis 2022, nous avons eu 200 quelques mille appels là, de 911, on nous envoie, et il y a environ 56% de ces appels-là qu'on n'a pas eu besoin de faire de transport, dans le sens qu'on a redirigé le patient à un autre endroit, et puis versus l'urgence, et ainsi de suite. Nous avons aussi évalué tous nos dossiers. Alors, évidemment, dans une perspective d'amélioration de la qualité et de justesse et de risque. 91%, on a fait à peu près 16 000 audits dans la première portion du lancement et 91% d'entre eux, il n'y avait pas d'inquiétude. Évidemment, on a formé nos collègues paramédics avec cette nouveauté-là et il y a très peu, comme vous pouvez voir, là, très peu d'interventions qui nécessitaient des grands enlignements. Évidemment, on peut appeler ce qu'on appelle clinical support practitioner, quelqu'un qui peut un support clinique supérieur, un peu comme Madame Trudel. On peut vous appeler pour un support nursing, c'est le même principe. Et à ce moment-là, il y a une consultation et on va vraiment, à ce moment-là, utiliser l'échelle de triage nationale qu'on utilise au niveau des urgences. Donc, et on se rend compte que la majorité d'entre eux, hein, qu'on peut voir que, tu sais, les transports, c'était ce qu'on appelle communément au Canada les P4 et P5. Ils n'ont pas besoin d'être transférés tout de suite. Ensuite de ça, nous avons un programme extramural. Alors, le programme extramural était le premier en son genre en 1981 qu'on appelle l'hôpital sans mur. Alors, l'objectif, c'était de désengorger des hôpitaux et libérer des lits pour justement soigner des gens qui en avaient plus besoin. Alors, par exemple, c'était le premier, comme on dit, le premier programme canadien des suivis à domicile. Ça a été lancé pratiquement en même temps que les équipes des CLSC là, au Québec. Alors, ça fait penser un peu à ça. Évidemment, il y a une myriade de services, comme vous pouvez voir. Il y a des infirmières qui sont là 24/7 et on travaille en interdisciplinarité avec toutes les disciplines disponibles. Et puis, on a évidemment des médecins de soins primaires, un comité aviseur. Et comment ça se passe théoriquement, exemple, dans le milieu hospitalier? Alors, il faut penser que c'est une solution de rechange à l'hospitalisation. Alors, il y a un centre de coordination, il y a des infirmières de liaison qui sont dans les milieux hospitaliers, que lorsqu'un patient a un congé post-chirurgical, par exemple, a besoin de l'antibiothérapie intraveineuse, va être transféré à domicile et il y a une équipe qui va assurer ces soins-là. Il y a un lien aussi avec l'autre entité clinique que nous avons, lien Santé Nouveau-Brunswick, pour les patients qui sont sans médecin de famille, qui ont besoin d'une couverture médicale après l'hospitalisation. Alors, eux vont nous aider à temporiser ça. Alors, évidemment, la pandémie, avec ça, nous a ouvert les yeux de certaines vulnérabilités qu'on avait à l'intérieur du système et dans nos populations. Et donc, on a eu la chance, avec le ministère de la Santé, ces vulnérabilités-là étaient très importantes. Alors, en 2023, on a lancé l'équipe de foyers de soins spéciaux. Alors, on a différents niveaux de soins, de foyers de soins ou de résidence pour des gens semi-autonomes. Alors, ces endroits-là ne sont pas nécessairement dotés d'infirmières ou d'infirmières auxiliaires. Donc, il y avait une certaine lacune au niveau de la qualité des soins et on voyait qu'il y avait en même temps beaucoup de visites à l'urgence pour des situations qui auraient pu être traitées s'il y avait une équipe de soignantes qui était là, notamment des infirmières. On peut penser, exemple, les personnes âgées, on peut penser aux infections d'urine. Pas toujours besoin d'aller à l'urgence
pour ça. Alors, vous pouvez voir, il y a un déploiement depuis, on a quand même rendu à 49% de tous les déploiements que ces équipes-là sont sous notre support clinique. Alors, c'est quand même 215 établissements sur 434 qui sont en relation avec nous. On voit que la durée d'hospitalisation a diminué un peu et on a réduit quand même, ça paraît pas beaucoup, 1% de visites à l'urgence, mais c'est quand même assez important. Une autre activité qu'on a lancée en 2024, alors c'est l'accès à la radiologie mobile. Alors, on sait dans les foyers de soins, nos personnes âgées et des gens avec des besoins spéciaux qui ont des mobilités réduites ou nos anciens combattants, il y a des risques de chute. Alors, se déplacer, mobiliser une ambulance, par exemple, mobiliser du soin clinique à l'urgence pour un rayon X de contrôle. Alors, on a établi des liens, des partenariats. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas un déploiement parfait à l'intérieur de l'ensemble de la province parce que la province est délimitée en zones. Mais par contre, c'est à cause que c'est un défi de ressources humaines. Ça nous prend nos techniciens en radiologie pour pouvoir le faire. Et nos radiographies, principalement, c'est les poumons, ou les hanches, les genoux et les épaules. Ça vous donne une idée comment on réussit à offrir un service à l'extérieur, justement, des murs de l'établissement hospitalier. Lien Santé Nouveau-Brunswick, alors ça, c'était déployé en 2022. C'est pour nos patients orphelins qu'on appelle, qui n'ont pas accès à un médecin permanent ou une infirmière permanente en soins primaires. Lorsque le ministère nous a approchés avec ce dossier-là, on nous avait dit qu'il y avait une liste d'attente de 50 000 personnes. Puis finalement, il y en a un peu plus, on a le doublé. Alors, comme dans un certain film avec Kevin Costner, on disait « Build it and they will come ». Alors, on l'a construit, ils sont arrivés. Alors, ce qu'on offre, évidemment, on offre des services de soins primaires avec des rendez-vous qui soient en présentiel ou en virtuel. On fait toutes les évaluations cliniques qu'on ferait en soins primaires. Il y a un dossier électronique qui est centralisé. Et on est capable de faire des prescriptions. Alors, l'infirmière praticienne ou le médecin fait une prescription, c'est envoyé directement à la pharmacie communautaire, d'où le patient réside. On a accès à tous les plateaux de diagnostic hospitaliers parce qu'on a fait des partenariats avec les réseaux de santé. Et évidemment, en même temps, toute la question de la consultation. Alors, nos équipes, ce sont des médecins de famille, des infirmières praticiennes et des infirmières. Alors, les médecins de famille ou les omnipraticiens, les autres, ils continuent à travailler à l'intérieur des réseaux de santé. On ne va pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, comme le veut le dicton. Alors, en quelque part, ces gens-là nous donnent des disponibilités et on construit les horaires, les plages horaires en fonction de ça. Et évidemment, il y a un centre d'appel. Les infirmières qui sont là sont responsables de toute la gestion du circuit des résultats. Ils ont, comme d'autres collègues ont mentionné, des protocoles et des algorithmes de prise de décision pour pouvoir déterminer si l'épisode de soins se termine là ou s'il y a des suivis à faire. Ils ont accès aussi aux médecins à tout moment pour des prescriptions, des précisions. Alors, on essaie d'enlever le fardeau, d'une certaine façon, clinico-administrative aux praticiens pour justement libérer du temps pour que ces gens-là peuvent passer plus de temps en clinique et voir des patients. Alors, depuis son ouverture, ça nous a pris à peu près 9 mois à mettre le lien Santé Nouveau-Brunswick en place. Alors, on avait dit qu'on avait 50 000 patients et on voit évidemment que la demande est beaucoup plus élevée dans l'ensemble du territoire. Il y a 101 000 personnes qui étaient en attente de médecins permanents. Et on en a inscrit quand même 64 000 jusqu'à date et il y en a 37 000 qui sont en attente. Et on a réussi à déployer avec les médecins qui sont en communauté lorsque eux, ils ont de la capacité d'accueil de nouveaux patients, notamment lors de décès, un déménagement ou des choses comme ça. Alors, on a réussi à repatrier à l'ensemble du territoire de la province 10 000 patients. Et nous avons quand même 11 sites en communauté. Vous pouvez le voir, ça, c'est une photo d'une des cliniques à Moncton. Au niveau de la pandémie, alors,
la pandémie nous a frappés, tout est arrêté au beau fixe pratiquement. On sait on avait moins de chirurgie, on avait moins de transport ambulancier paramédic pour différentes raisons. Et par contre, la santé publique, ben, comme tout le monde, hein, c'était très occupé, il y avait de la difficulté à répondre à tous les besoins. Alors, on a fait appel à nos services et notre expertise à pouvoir développer une équipe provinciale de gestion rapide des éclosions. Alors, ce qui se passait à ce moment-là, c'est lorsqu'il y avait quelques patients qui étaient positifs et les médecins de santé publique disaient, OK, il y a un début de pandémie, faut aller diagnostiquer. Alors, on déployait des équipes à faire le dépistage et on recevait tous les résultats via le laboratoire et évidemment, on aidait aussi à aider les gens à se mettre en place pour pouvoir réduire la contamination croisée. On a même aussi supporté le cheminement des activités parce que des fois, il y avait des personnels qui ne pouvaient plus travailler. Ces équipes-là, ils ne pouvaient pas fermer, il n'y avait plus de personnel. Alors, on a déployé du personnel pour assurer les soins de premières instances en avant la passe de médicaments. Et on a fait au-delà de 70 000 dépistages à l'intérieur d'un an. Et lorsqu'on a déposé cette activité-là auprès d'Agrément Canada, nous avons eu une pratique reconnue comme une pratique exemplaire et nous en sommes très fiers. Au niveau de la satisfaction, les autres collègues en ont partagé. Alors, la question qui tue, comme qu'on dit, alors, à savoir, est-ce que vous êtes satisfait de façon générale des services? Alors, notre dernier sondage, on a toujours eu, depuis 2018, on a toujours eu au-delà de 90%. Parfois, c'était 93, 94. Bien Santé, il faut penser que c'est son premier sondage. Alors, pour un premier service qui commence, c'est quand même très bien, très haut et on en est très fiers, évidemment. Au niveau de l'agrément, alors nous aussi, on a des agréments avec des résultats très élevés, notamment la dernière agrément, 98,7% de réponse à l'ensemble des critères. Nous avons un cadre de référence, alors comme un médecin qui a développé l'urgentologie au Québec, alors je sais que mes collègues québécois savent de qui je parle. Il nous a toujours dit, hein, parce que c'était un visiteur d'agrément aussi, que la qualité, et c'est toujours une quête à l'excellence. Alors, avoir un cadre de référence qui est toujours en mouvement et qui est sans arrêt nous permet justement de répondre à des besoins et aussi d'identifier les risques ou les pistes d'amélioration. Alors, le cadre de référence que vous avez là, c'est un exemple pour lequel qui vous démontre que justement, la quête d'excellence est toujours sans fin. Alors, comme vous pouvez voir, au Nouveau-Brunswick, nous ne sommes pas parfaits, évidemment, mais on est à la recherche de l'excellence à tout moment. Nous sommes ici pour demain. Alors, vous avez nos collègues, des paramédics terrestres, évidemment, nos fameux avions, tout comme vos collègues. Nous avons différentes personnes et nous sommes au cœur de la communauté. Et si jamais vous voulez nous visiter, ben, vous avez notre hyperlien qui est juste là. Alors, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à notre collègue Kirill pour la clôture. Merci beaucoup à tous les participants. On a vu aujourd'hui des personnes passionnées et je tiens à dire, pas seulement parmi les panélistes, bien sûr que vous êtes des professionnels, des personnes passionnées de ce que vous faites et vous faites des choses incroyables, mais aussi parmi les gens. Nous avons vu des commentaires, nous avons vu beaucoup de personnes qui nous ont écrit. J'ai vu très rapidement le chat. Il y avait le Cameroun, l'Afrique, il y avait la Tunisie, le Maroc, la Suisse, la Belgique, beaucoup de personnes. Nous sommes sincèrement désolés, nous avons débordé un petit peu au niveau de notre timing. On s'est engagé de terminer à 10h45 au plus tard. Il est déjà 10h48, mais je pense que le contenu des présentations de nos panélistes était tellement excellent que je pense que vous n'allez pas nous tenir rigueur pour ce retard. Alors, on va raccourcir évidemment un petit peu notre session questions-réponses. J'ai essayé de regrouper les questions. Nous avons reçu beaucoup de questions, plus d'une vingtaine de questions qu'on a reçues. Donc, je vais essayer de regrouper les questions en quelques groupes et je vais vous poser peut-être juste deux, trois questions maximum
Les autres questions, si vous avez des questions auxquelles vous tenez, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vais transmettre vos questions à nos panélistes et on va essayer de répondre par la suite. Alors, les questions que j'ai entendues, et comme j'ai dit, j'ai essayé de regrouper plusieurs questions que nous avons reçues. C'est d'abord la question sur la composition des équipes des paramédics, les équipes d'intervention. Je sais qu'il y a une différence entre l'approche européenne et l'approche nord-américaine. La présence d'un médecin, par exemple, dans les équipes des paramédics. Est-ce que quelqu'un de vous peut développer un petit peu, et je sais que Monsieur Quentin Grégoire a dû partir un peu plus tôt, donc malheureusement, on n'aura pas de réponse venant de la Belgique, donc il ne pourra pas expliquer la vision européenne. Mais quelle est la vision nord-américaine en ce qui concerne la composition des équipes des paramédics? Bon, ben d'une part, puis oui, je vais essayer de faire rapidement. C'est une grande question, hein, Kirill, mais je vous dirais, bon, c'est une question de philosophie de soins, d'une part. En Amérique du Nord, de façon générale, les médecins ne sont pas déployés sur les lieux des interventions. On mise plutôt sur la compétence des paramédics pour amener les patients le plus rapidement possible à l'hôpital. Donc, l'objectif étant qu'un médecin, en tout cas selon notre philosophie, a une pratique en centre hospitalier dans laquelle il y a toutes ses ressources avec lui. Donc, il y a une certaine expertise là, qui est en mesure de faire, qui peut être différent que dans le milieu, je dirais, aérien. Donc, dans notre cas, c'est plutôt d'amener les usagers le plus rapidement possible en ayant des normes de soins quand même relativement élevées. Je répondrai aussi rapidement, Kirill, à une question que j'ai vu passer de plusieurs intervenants, à savoir pourquoi vous n'avez pas de paramédic de soins avancés. C'est lent. Mhm. En fait, je vous dirais, malgré nous, comme organisation ambulancière, on pense que c'est un service qui doit être développé, qui doit être mis en place. On doit mettre en œuvre ce service de paramédic de soins avancés. Le Québec désire ou a mis un frein présentement à la formation pour réévaluer tout le processus, programme de paramédic en soins avancés avant d'en autoriser le déploiement. Donc, c'est une remise en question malgré une série d'études. Le Québec a décidé de se remettre en question par rapport à la formation avant de procéder au déploiement. Très bien. Cyril, si tu permets Oui, de faire du bien sûr. pouce un peu sur ce que M. Bernier disait, alors je pense qu'il faut aussi mentionner qu'au Canada, le champ de pratique des infirmières, pour donner un exemple, est complètement différent du champ de pratique en Europe. Alors, on a beaucoup accès aux actes délégués qu'on appelle, et c'est la même chose au niveau de la paramédecine qui peut influencer pourquoi qu'on n'a effectivement pas de médecin avec nous directement. Alors, c'est ce qui permet justement que les gens peuvent pratiquer à leur plein champ de pratique en fonction de ce qui est légiféré par les lois, évidemment. Pour donner un Mhm. exemple. Euh, une autre question que nous avons reçue, il y avait une sorte de comparaison avec ce qui se fait en Alberta, je crois. Et en l'occurrence, il y avait une question assez spécifique sur l'utilisation de CT scan. Mhm. Euh, et pourquoi c'est pas déployé au Québec? Je sais que c'est assez spécifique, mais peut-être si vous avez des éléments de réponse, Euh, n'hésitez pas, hein. non, en fait, je vous dirais, c'est relativement récent, le développement de CT scan sur les lieux d'intervention. Présentement, que c'est un projet que je suis informé que le gouvernement suit de près. En fait, vont être intéressés par les statistiques, les études de ceux qui auront à le déployer. C'est la raison pour laquelle, présentement, le gouvernement n'a pas donné encore suite à des projets comme ceux-là. C'est des projets qui sont à l'étude présentement. Ok, très bien. Marie-Pierre, Annie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose éventuellement? Non, sur ce point, j'ai pas de rien à ajouter parce que ça ne touche pas nécessairement au niveau des protocoles. Ok, ok. Alors, je pense qu'on va terminer notre webinaire ici. Les questions ne manquent pas. Nous avons reçu beaucoup de très bonnes questions, mais vraiment juste pour respecter le temps, puisque nous sommes tous des personnes occupées. Je sais que les panélistes, et j'imagine vous avez aussi d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc, pour pouvoir vous libérer aussi, on va finir ici. Encore une fois, je m'adresse aux personnes qui nous ont posé des questions. N'hésitez pas à revenir vers moi par email. Vous avez mon email
dans les communications pour ce webinaire. Si vous avez des questions spécifiques, on va s'assurer que ces questions sont posées. Je tiens aussi à préciser que toutes les présentations, l'enregistrement du webinaire, les certificats de présence vous seront envoyés d'ici quelques jours. Peut-être pas demain, accordez-nous quelques jours, mais ce sera envoyé assez rapidement. Je tiens aussi à remercier encore une fois de la part d'Accréditation Canada tous les panélistes pour vos présentations absolument phénoménales et pour votre travail. Merci beaucoup encore une fois. Restons en contact et passez une très belle journée, belle soirée pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs.